Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous sommes dans le 3e épisode de la saison 7 du podcast. Et pour cette 16e saison, pour cette 7e, pas 16e, j'ai souhaité avoir un regard prospectif sur l'entreprise de demain. On a parlé déjà, on va continuer à en parler d'intelligence artificielle, mais aussi de soft skills, de parcours collaborateur, de mode de travail, de management, de leadership. Forcément, on va balayer tous ces sujets avec des professionnels DRH, des dirigeants et des auteurs. Et j'ai la chance d'avoir pour cette saison un partenaire de choix, 365 Talents, un partenaire visionnaire dont la spécialité est le monde des compétences. Donc plus qu'un outil, ils offrent un mix unique de technologies de pointe, de conseils stratégiques et de gestion de projets RH pour redéfinir la façon dont vous identifiez, vous entretenez, vous exploitez les talents au sein de votre entreprise. Et en partenariat avec leurs clients, ils construisent des organisations basées sur les compétences, en créant un monde du travail plus transparent, plus inclusif, plus tourné vers l'avenir, où chaque individu a le pouvoir de façonner son parcours professionnel. Vous imaginez donc combien ça résonne d'avoir 365 Talents comme partenaire pour cette saison. Alors aujourd'hui, on attaque donc le 3e épisode. La relation entreprise-collaborateur, elle est à réinventer. Je pense que ça, vous le constatez au quotidien. C'est là d'ailleurs la thématique qu'on a choisi d'explorer cette année avec le collectif SOWO. Vous avez parfois des épisodes sur ce podcast qui ne sont pas que de ma voix, mais à plusieurs voix, ou qui sont au titre de ce collectif. Donc SOWO comme Spreading Out, an Optimistic World of Work. Donc en fait c'est une vision optimiste du monde du travail. Voilà, vous verrez qu'il y aura des épisodes spécifiques sur cette thématique cette année, sur la relation entreprise-collaborateur. Mais j'ai néanmoins voulu aussi l'aborder dans le cadre de cette saison, parce que parler de l'entreprise de demain, de l'évolution, se projeter à 3-5 ans sans parler de l'évolution de cette relation, ça serait une erreur tant c'est central. Et pour ça, je vous propose de partager les résultats du Work Relationship Index qui a été élaboré par HP. C'est un baromètre qui explore les relations des employés avec leur travail. Donc vous voyez, ça tombe à point nommé. Une étude qui a été menée auprès d'entreprises de tout secteur, de toute taille. Par contre, auprès de collaborateurs de fonctions intellectuelles, ce qu'on appelle les knowledge workers. Et ça a été effectué auprès de collaborateurs et de dirigeants pour avoir un peu l'effet miroir. Et pour parler de cette étude, j'ai le très grand honneur d'accueillir Daniel Linhart, sociologue, dont j'ai lu plusieurs des ouvrages et que j'apprécie beaucoup. Je vous mettrai d'ailleurs les ouvrages dans les notes de l'épisode. Et Mathieu Geller, DRH d'HP France. Ce baromètre, il part d'un constat. Un seul employé sur 5 en France reconnaît avoir une bonne relation avec son travail. Oui, ça fait mal. Oui, les attentes relatives au travail ont radicalement changé ces 3-4 dernières années. Bien sûr, il y a l'impact de la pandémie, mais pas que. Ça a été un accélérateur, en fait, de choses qui étaient latentes. Donc, cette étude, au-delà du constat qu'elle nous permet de faire, d'explorer en détail, on va aussi évoquer, avec donc Daniel et avec Mathieu, des pistes d'action pour vous, DRH, pour vous, dirigeants, pour vous, managers. Donc, quelle relation au travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui est attendu? Quels sont les principaux moteurs des collaborateurs? Quelles actions doivent être mises en place au niveau de l'entreprise et du management? C'est de tout ça dont on va parler.
Et pour tout vous dire, vous retrouverez, voilà, je ne veux pas vous laisser sur votre faim, donc vous verrez on va parler de nombreux outils à actionner, et la bonne nouvelle, c'est que les épisodes qui viennent juste après vont vous proposer des pistes d'action sur ces outils issus de pratiques d'entreprise. Je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à bientôt. Bonjour Mathieu, bonjour Daniel, bienvenue sur le podcast. Je suis enchantée de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter. Peut-être Daniel, si vous voulez commencer. Oui, bonjour, merci. Donc, je suis sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le CRESPA, le Centre de recherche en sociologie et politique de Paris. Je suis essentiellement spécialisée sur les questions du changement managérial et de ses effets sur le travail, l'organisation du travail et le vécu de ce travail. Donc, j'ai une pratique de chercheur de terrain empirique, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans ma longue carrière, des enquêtes dans le secteur privé comme dans le secteur public, où je cherchais à comprendre les transformations des logiques managériales et des pratiques managériales. Voilà. D'accord. Donc un sujet absolument passionnant. Et je disais en off avant qu'on commence, Daniel, que j'avais eu la chance de lire nombre de vos ouvrages que je pourrais que recommander. Donc d'ailleurs, j'en profiterai pour les mettre dans les notes du podcast pour ceux qui ne les connaissent pas. Mathieu, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour Delphine, bonjour Daniel. Merci Delphine de votre invitation à ce podcast L'entreprise de demain. Je suis très heureux de participer avec vous aujourd'hui. Donc je suis le DRH d'HP France. J'ai rejoint HP en octobre 2022, après une vingtaine d'années d'expérience professionnelle en tant que RRH puis DRH, essentiellement auprès de groupes anglo-saxons et américains principalement, puisque j'ai travaillé pour General Electric, pour Baker Hughes, dans le secteur industriel, pétrolier, parapétrolier et nucléaire, avant de rejoindre donc le secteur ultra dynamique de la technologie et d'HP France. Excellent. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, Mathieu, parce qu'on parlait en amont de l'épisode, de l'enregistrement, mais HP pour moi a une résonance particulière parce que je suis je suis grenobloise, donc je suis une enfant de Grenoble et HP était forcément un pôle très important. Alors, depuis bien des années sur Grenoble, effectivement. Ouais. D'abord, donc merci d'être là. Vous êtes là parce que vous avez réalisé ensemble, donc travaillé sur une étude sur l'index de la relation au travail. Je voulais savoir pourquoi avoir réalisé cette étude. Peut-être que là, je m'adresse d'ailleurs à Mathieu. Pourquoi HP a souhaité réaliser cette étude? Ouais, Delphine, je vais répondre à cette question. Et peut-être, si vous le permettez, donner quelques éléments avant d'expliquer le pourquoi. Quelques éléments sur le Work Relationship Index. Donc c'est HP qui a publié les premiers chiffres de cet index en septembre 2023. Et comme je le disais, donc c'est le Work Relationship Index. C'est un baromètre qui va questionner la relation au travail. Alors c'est un rapport complet mené par HP et qui explore les relations des employés avec leur travail dans le monde entier. Il y a 15 600 répondants dans 12 pays, dont la France. Alors peut-être une petite précision et qui est importante, c'est que ce n'est pas une étude interne à HP. Les personnes interrogées, elles travaillent pour des entreprises de tout secteur, de toute taille. Il n'y a pas que HP et que des salariés d'HP qui ont répondu, bien au contraire. Oui. Et on a interrogé essentiellement ce qu'on appelle des knowledge workers, c'est-à-dire des professions. Je vais qualifier des professions intellectuelles, des travailleurs qui mobilisent leurs facultés cognitives, relationnelles avec d'autres travailleurs. Et c'est important de le préciser. Précisons également qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont été interrogés afin d'avoir le point de vue employeur et employé. Et pour répondre à la question, Delphine, pourquoi ce baromètre ? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ces dernières années, la donne a considérablement changé en entreprise et dans le milieu du travail. On en discutait précédemment, la généralisation du travail hybride, l'arrivée dans la vie active de la génération Z qui côtoie 2 voire 3 générations de travailleurs qui sont déjà présents dans l'entreprise. Et donc, il était intéressant pour nous de se pencher sur cette relation au travail et d'identifier, disons, des clés d'une bonne relation au travail, une relation productive, positive, et de remonter des indicateurs intéressants aux chefs d'entreprise, et notamment sur les nouvelles attentes des employés aujourd'hui. Complètement.
Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est essentiel de reconsidérer la relation employé-collaborateur? Quel est votre regard, Daniel, vous, sur ce sujet? Alors, je pense que, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette enquête, c'est précisément qu'elle était menée par une entreprise de pointe, par une direction d'entreprise de pointe, mais qui s'intéressait au vécu du travail dans les autres entreprises. Et ça, c'est quelque chose d'assez original et d'assez novateur, parce qu'en général, les entreprises mènent des enquêtes de satisfaction, des enquêtes internes surtout. Donc là, je trouvais ça très intéressant. De plus, le côté international ajoutait une dimension stimulante. Et effectivement, on peut considérer que c'est une période intéressante pour se plonger dans l'analyse du rapport au travail, dans la mesure où le vécu de l'épidémie de Covid a développé, surtout en France, où c'était très très peu développé, des formes de travail comme le télétravail, qui ont peut-être contribué à modifier un petit peu le regard que les uns et les autres pouvaient porter sur le travail. Et puis aussi, ça a peut-être porté sur le devant de la scène des problématiques différentes, parce que l'épidémie a mis en évidence la fragilité de l'espèce humaine quand même, sa vulnérabilité, et du coup le regard aussi écologique sur les enjeux concernant les enjeux fondamentaux c'est focalisé sur cette dimension, et du coup a peut-être placé l'enjeu du travail à travers un prisme différent. Donc je crois qu'il y a eu des éléments qui ont induit possiblement une interrogation des salariés et notamment des jeunes sur la relation au travail. Ouais. Et du coup, pour vous, c'est un changement que vous voyez plus générationnel, plus sociétal, dans le sens où il est global, il est générationnel et lié à l'hybride, comme vous disiez? Mais je pense que c'est fondamentalement un regard intergénérationnel, parce que cette dimension de la vulnérabilité de l'espèce humaine, c'est quelque chose qui impose une appréhension nouvelle des enjeux fondamentaux de la vie humaine, voilà, et de replacer le travail dans cette perspective. Oui. Je crois que avant l'épidémie déjà, il y avait sur le devant de la scène des mises en évidence de ce qu'on appelle la thématique de la souffrance au travail, du mal-être au travail, des risques psychosociaux. Avant l'épidémie, il y avait eu le procès de France Télécom qui a abouti à la condamnation des 3 dirigeants pour harcèlement moral, institutionnel. Et bon, il y avait cette idée que le travail peut être vraiment nocif. Alors, nocif pour les individus, et cette idée de nocivité, ça a été un peu élargi par rapport à la place que devrait avoir le travail dans la société. Est-ce qu'il est normal que le travail abîme autant les gens? Est-ce qu'il est nécessaire que les gens consacrent tant de leur énergie, de leurs efforts et de leur temps au travail? Ça c'est une question fondamentale. Et puis les jeunes aussi ont été sensibilisés à l'idée d'entreprises prédatrices par rapport aux ressources naturelles de notre planète. Ouais. Et donc, je crois que c'est pas une transformation du rapport au travail, mais c'est envisager le travail sous un autre angle. C'est pas moins travailler, mais c'est plutôt est-ce qu'il ne faut pas travailler autrement? Est-ce qu'il ne faut pas donner d'autres finalités au travail? Est-ce qu'il ne faut pas que les gens, les travailleurs en général, puissent avoir plus de choses à dire sur la manière dont on doit travailler, sur sa finalité. Je crois que c'est en termes écologiques, politiques, notamment de démocratie, et aussi de santé au travail et du sens de la vie et du travail. Je pense que tous ces paramètres ont été un peu reconsidérés et ont amené à un changement de regard. Aussi du point de vue des directions, parce que il faut savoir qu'en France, le recours au télétravail était beaucoup plus faible que dans d'autres pays. Bien sûr. Et on peut penser que ce faible recours était lié à une sorte de méfiance plus importante en France que dans d'autres pays, de la part des directions à l'égard des salariés, avec cette idée que il était peut-être souhaitable d'avoir les salariés à portée de vue et un peu sous la main, de manière à pouvoir les contrôler, les motiver, etc.
Et puis, avec la diffusion du télétravail obligatoire pour ceux qui pouvaient télétravailler, les directions se sont rendues compte que ça marchait plutôt bien, que les salariés en télétravail atteignaient leurs objectifs, que parfois même ils les dépassaient, que la qualité du travail n'était pas remise en question. Et donc, il y a eu là aussi une reconsidération des modalités de mise au travail de la part des managers. Donc je dirais qu'il y a quand même eu autour de cette expérience difficile et malheureuse du Covid des réajustements dans la manière dont les gens considéraient le travail. Oui, effectivement. Et Delphine, pardonnez-moi, sur la question qui était de reconsidérer la relation employeur et collaborateur, moi je vais juste revenir à la source du Work Relationship Index et des chiffres qui sont donnés parce que ça permet de comprendre et de mesurer l'ampleur. Je vais parler de crise de confiance. Alors moi je suis très positif, elle n'est pas inéluctable, mais elle est là et on doit s'en emparer. La crise de confiance entre les employés et leurs entreprises. L'étude elle est sans appel. Seul un salarié sur 4 déclare avoir une bonne relation avec son travail. Et on sait que lorsque la relation au travail est difficile, la productivité, la motivation, le moral sont impactés. Tout cela fléchit. On peut pas ignorer ce point. De même, seul un knowledge worker sur 4 considère que les employés de son entreprise sont traités de manière respectueuse. Et non pas comme des simples numéros, c'est le terme qui est utilisé dans l'étude. Et peut-être un dernier indicateur qui est important, 62% des répondants, 15 600 répondants au total, 62% estiment que lorsque la relation avec le travail est mauvaise, leur bien-être physique est impacté. Donc on comprend évidemment à la lecture de ces chiffres qu'il est absolument nécessaire de réfléchir en profondeur à la relation entre l'entreprise et ses employés. Et à nouveau, moi, je suis plutôt optimiste. Il y a des choses à faire. Il y a des entreprises comme HP qui sont ultra dynamiques et qui prennent des mesures, ou en tout cas qui s'emparent de ce sujet. Et effectivement, Daniel le disait justement, la question du télétravail, la question du travail hybride, l'apport de la technologie, c'est une réponse, mais il y a plein d'autres questions qui se posent d'un point de vue RH sur la gestion des équipes, les nouvelles compétences nécessaires pour les leaders d'équipe, pour les managers, la gestion de carrière, la formation de nouveaux outils, tout ça et résonne en creux au regard des indicateurs et des chiffres de l'étude. Et justement, vous avez dans l'étude, vous avez fait sortir des facteurs, parce que l'idée c'est qu'on propose des solutions, enfin vous proposez en tout cas des investigations possibles. Vous parlez des facteurs qui favorisent une relation harmonieuse au travail, vous en avez identifié 6. Des moteurs, d'ailleurs. Non, il y a 50 facteurs par contre, vous avez identifié 6 moteurs, donc les 6 clés en fait, j'ai envie de dire. Je voulais revenir sur le premier, qui était un des moteurs en fait de quelque part d'avoir pour une relation harmonieuse au travail, c'était l'épanouissement. Vous parlez de l'importance de l'épanouissement. Vous associez l'épanouissement aux objectifs confiés, à la responsabilisation, à l'autonomie. Voilà. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on en parlait avec Daniel qui disait finalement le travail, et on en parlait Mathieu en amont, le travail on a changé de rapport, c'est plus une fin en soi, c'est un moyen, mais ça reste un moyen d'épanouissement. Et l'épanouissement semble rester un moteur d'après ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Est-ce que vous pensez que vraiment il y a pour l'épanouissement, il y a cette quête de prendre des responsabilités, d'être plus autonome? Alors vous avez raison, Delphine, il y a 50 facteurs qui ont été examinés ou qui apparaissent dans l'étude, et on a surtout identifié 6 moteurs, dont effectivement l'épanouissement dont on parlait. Il y a en plus le leadership, on met l'humain au cœur du processus décisionnel, le moteur lié aux compétences, à l'équipement de travail et au lieu de travail. Sur l'épanouissement et l'engagement, effectivement, on l'a dit, et surtout pour la dernière génération arrivée sur le lieu de travail, le travail en lui-même n'est plus le vecteur d'accomplissement numéro 1. On peut répondre à l'interrogation. Alors du coup, qu'est-ce qui est le moteur d'épanouissement? C'est toujours délicat d'y répondre d'une seule façon.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que je fais le lien entre l'épanouissement et l'engagement, et on a tendance souvent à entendre en ce moment qu'il y a un désengagement vis-à-vis du travail de l'ensemble des salariés du pays. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'exemples récents. En 2023, en 2024, il y avait des études qui montraient que la France ne comptait que 7% de salariés engagés. Bon, la première fois que j'ai lu cette étude, j'ai ouvert des grands yeux. C'est Gallup, c'est Gallup. Ouais, c'était l'étude Gallup, exactement, qui portait sur l'état du monde. 7% de salariés engagés. Alors, faut aller un petit peu plus loin que cette seule affirmation, mais la moyenne européenne, elle était de 13%. Hein. Donc 7%, il faut prendre du recul. Mais ça pose question. Et en réalité, il faut se poser la question sur la cause de ce désengagement et qui est en lien avec l'épanouissement. Si je suis désengagé, c'est que je suis pas reconnu quelque part dans le projet commun de l'entreprise. C'est que je ne me sens pas utile. D'ailleurs, la question c'est est-ce que le temps que je passe au travail, il est utile pour l'entreprise, il est utile pour la société de manière générale? Est-ce que finalement je dispose des marges de manœuvre nécessaires pour atteindre mes objectifs? Est-ce que je peux contribuer aux prises de décision qui me concernent? Et si tous ces facteurs sont réunis, la prise de responsabilité, elle va augmenter. Et d'ailleurs, ça devrait, à mon sens, militer, comme on peut le faire chez HP, pour une politique QCVT qui est vraiment dynamique, qui devrait intégrer tous ces facteurs et qui, à mon sens, est pour le coup, un des vecteurs d'engagement et d'épanouissement. Donc en fait, vous liez vraiment l'épanouissement, l'engagement à l'utilité et derrière tout ce qui nous permet d'être utile, qui est notre marge de manœuvre, notre contribution, etc. Oui. Est-ce que Daniel, vous, quel est votre regard sur ce sujet? Parce que c'est vrai que en prenant des raccourcis, on peut se dire que si le travail n'est plus une fin, c'est peut-être plus épanouissant non plus. On parlait de souffrance. Donc quel est votre regard sur ce sujet? Alors, je serais peut-être un peu moins moins d'accord sur l'idée que le travail n'est plus une fin en soi. Quand on interviewe les jeunes, ils attendent du travail beaucoup. Ils attendent de s'améliorer, d'élargir leurs compétences, de satisfaire leur curiosité, de s'insérer dans le monde. Il y a une attente par rapport au travail. Il y a aussi le sentiment que le travail, c'est quand même un devoir au sens citoyen du terme. D'ailleurs, je lisais un livre sur les valeurs du travail où effectivement la plupart reconnaissent que le travail, c'est peut-être à la fois un lieu de réalisation de soi comme un devoir qu'on réalise. Donc, alors, il y a beaucoup d'attentes, je crois. Enfin, oui, je vous en prie. Non, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est le ressenti que j'ai, mais c'est pas ce qu'on entend souvent. C'est-à-dire que souvent, on nous dit les jeunes générations ne s'engagent pas, n'ont pas envie de travailler, Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je crois qu'il y a un malentendu, je dirais, une incompréhension entre le management et les salariés. C'est-à-dire que ce que demandent les salariés, c'est une chose fondamentale, et je crois que ça n'est pas entendu. C'est le respect de leur professionnalité, le respect de leur métier. Et donc, pour les jeunes notamment aussi, ce qui compte, c'est qu'on nourrisse cette dimension, qu'on les fasse, si on veut les faire grandir comme il est de bon ton, pardon de le dire dans la rhétorique managériale, s'ils veulent grandir, c'est d'une manière qui les constitue en tant que bons professionnels, découvrant des dimensions nouvelles de leur métier, trouvant leur efficacité, leur efficacité, enfin vraiment. Donc je crois qu'il y a des attentes réelles, mais qui sont méprises parce que ce que propose le management, c'est une réalisation personnelle. Le management insiste beaucoup trop sur la dimension humaine au détriment de la dimension professionnelle. Montrez qui vous êtes, réalisez-vous, montrez que vous êtes meilleur que les autres, que vous vivez l'excellence. Montrez-nous, alors on l'entend aussi au moment du recrutement, que vous êtes une personne résiliente, que vous êtes une personne apte au bonheur. Enfin, il y a véritablement une surenchère au niveau des dimensions intimes. D'ailleurs, on parle de gestion des émotions, de management des affects. On s'adresse beaucoup à une personne spécifique dans son intimité, dans ses aspirations parfois les plus narcissiques, et
c'est pas la bonne voie. La bonne voie est ce qu'attendent les uns et les autres, c'est d'être aidés, reconnus, valorisés, promus en tant que professionnels. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle dans le monde du travail. Il faut pas les propulser en tant que jeune homme ou jeune femme XY dans le monde du travail. Non, c'est un tel qui est ingénieur, un tel qui est médecin, un tel qui est régleur, un tel qui est Et voilà, dans le monde du travail, il y a des rôles professionnels. Et si on confond les uns et les autres, alors ça n'est pas bien vécu. Et quand les salariés disent nous ne sommes pas reconnus véritablement, c'est parce qu'ils sont plus reconnus en tant que personnalité même, et non pas respectés en tant que professionnels qu'on cherche à écouter, à entendre sur les problèmes de travail, de leur activité professionnelle. Et ça, je crois qu'il y a comme une espèce de malentendu qui vient peut-être d'une spécificité encore française qui a bien été mise en évidence par Philippe Diribarne, qui a proposé l'idée que en France, il y avait la logique de l'honneur, que les salariés mettaient leur honneur dans le travail, alors que dans d'autres pays, c'est la nature de la relation à la direction était plus d'ordre contractuel. Bon, moi, je fais ce qu'on me dit de faire parce que je suis un salarié obéissant et de bonne volonté. Je fais ce qu'on me dit de faire. Le salarié mettra son honneur et du coup, ça s'est un peu dérivé en termes de sa spécificité humaine. C'est pas pareil parce que ce que met en évidence le salarié, c'est son honneur professionnel et pas son honneur privé de femme ou d'homme. Mais j'entends beaucoup de choses que j'ai lues dans vos livres, dans ce que vous dites et qui m'a toujours interpellée. Et vous savez, moi j'ai travaillé longtemps dans des entreprises anglo-saxonnes et j'ai mis un moment à comprendre le nothing personal quand on vous dit en fait voilà. Et pour moi, je me disais mais comment ça c'est pas personnel? Mais si c'est personnel parce que c'est toute l'énergie que j'y mets. Et ça c'est une vraie différence. Je sais pas si Mathieu vous l'avez constaté entre la culture anglo-saxonne et surtout américaine et la culture française. Et voilà. Et c'est vrai que se remettre dans son rôle professionnel et grandir. Et oui, c'est vrai. Mais je crois qu'on a aussi provoqué ce mélange avec la notion de bonheur au travail, parce que le bonheur, l'entreprise parfois on m'écrit, on me dit oui, l'entreprise est responsable du bonheur des salariés, mais en fait chacun est responsable de son bonheur. C'est hyper personnel. Et voilà. Donc en fait, je pense qu'aussi avec ces approches souvent, voilà. Puis parfois aussi, on a une approche qui est presque psy. Donc où est la frontière en fait? Tout le monde n'a pas envie d'asseoir sur une banquette en entreprise, et ni tout court envie d'ailleurs, et ça se respecte. Hein, chacun fait bien ce qu'il veut. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a ce curseur est sensible. Je sais pas, Mathieu, vous vouliez réagir? Oui, je suis Delphine, je vous rejoins complètement, et sur le don't take it personally. Il m'a fallu à titre personnel justement des années avant d'intégrer ce concept anglo-saxon, parce que on est effectivement peut-être dans notre culture très impliqué au travail, avec cette volonté de bien faire, d'essayer de sortir du mieux possible de n'importe quelle solution impossible dans lesquelles on est confronté, que ce soit dans les activités RH ou dans d'autres. Et effectivement, quand on reçoit de la part d'un anglo-saxon qui est à des milliers de kilomètres, qui dit bon ok, c'était pas comme ça qu'il faut faire, mais don't take it personally. Et bien évidemment, la première réaction, c'est de le prendre très personnellement et de se remettre un petit peu en question et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, alors qu'en fait le message est surtout pas de remettre en cause ce que vous avez fait. Il y a pas de jugement nécessairement, pas de jugement de valeur sur ce qu'a accompli la personne en tant que telle. Donc oui, il y a ce point-là dans cette culture anglo-saxonne. Après, moi juste un dernier commentaire sur la notion d'engagement. Est-ce qu'elle, au lieu où vous parliez Delphine tout à l'heure, on entend beaucoup aujourd'hui les jeunes sont un peu moins engagés. Pardon, je le dis vraiment, c'est dit très grossièrement, mais moi je le vois pas du tout. Je le vois pas du tout comme ça, et que ce soit chez HP ou dans d'autres entreprises, on voit même aujourd'hui il y a une volonté de s'investir, de s'impliquer. Ce qui change, je pense, par rapport aux générations de travailleuses et de travailleurs précédentes, c'est peut-être la relation au travail qui est différente. L'approche du travail est peut-être différente, mais
et c'est ce qu'on disait, le travail est un moyen de parvenir à un objectif X ou Y, quel qu'il soit. Le travail en lui-même n'est plus l'objectif. L'épanouissement, il ne vient plus que par le seul prisme du travail. En tout cas, quand on discute avec cette génération, c'est assez clair à mon sens. Mais en réalité, les attentes vis-à-vis des entreprises, elles se rejoignent en réalité assez souvent, quelle que soit la génération de travailleurs envisagée en réalité. Mais est-ce qu'on est parvenu, alors Daniel, quel est votre regard là-dessus, est-ce qu'on est parvenu à une relation plus saine? C'est-à-dire que, en fait, l'entreprise peut pas non plus être responsable de tout notre épanouissement. C'est-à-dire que le travail est un des moyens de notre épanouissement, dans notre rôle professionnel, pas notre rôle personnel, effectivement. Et peut-être qu'on avait un peu perdu de vue ça et que ça revient un peu, que le travail reprend sa juste place. Non, je crois que le travail est quand même très central dans la vie des gens et l'idée que travailler est nécessaire dans une société où c'est l'interdépendance qui caractérise les relations entre les uns et les autres, où l'on travaille non pas pour satisfaire ses propres besoins, mais pour satisfaire les besoins d'autrui, et les métiers où il y a des sortes de côtés missionnaires, vocationnels, etc., ne désemplissent pas. Donc, même s'ils sont maltraités en ce moment. Donc, je crois que la relation au travail, elle est malgré encore les DRH de la bienveillance et du bonheur, les Chief Happiness Officers, elle est très importante, mais elle relève d'une dimension professionnelle. Ce que je fais est utile et je dois bien le faire. Et je dois être sûr de la qualité de ce que je fais. Et notamment, un psychologue qui s'appelle Yves Claude dit ce qui est très douloureux, c'est le travail dont la qualité est empêchée. C'est-à-dire que les gens ont souvent l'impression qu'on ne leur donne pas les moyens de faire un travail de bonne qualité parce que il y a la lean production, faire plus avec moins, le lean management aussi. Et donc, pour vous dire que le travail, c'est quand même une dimension où chacun cherche à pouvoir se reconnaître dans son travail, être reconnu dans son travail et pouvoir être fier de ce qu'il fait. Donc, c'est plus qu'un moyen, on peut dire c'est un moyen d'être fier, mais de la même manière que l'amour est un moyen d'être heureux. Donc, c'est vrai que le travail reste quelque chose d'essentiel et vraiment, on voit vous savez, malheureusement, il y a 2 accidents mortels par jour dans le monde du travail, dont la majorité, c'est des jeunes de moins de 25 ans. Donc, on voit qu'ils prennent des risques, qu'ils s'engagent, mais qu'ils n'ont pas les conditions favorables, toujours. Enfin, n'ont pas toujours les conditions favorables pour le faire. Donc, je crois que l'importance de l'engagement dans le travail des jeunes, c'est important. Ils sont d'accord pour déménager, pour aller ailleurs, etc. Parce que pour eux, le travail, c'est un rapport au monde, une découverte de la vie, une immersion dans la société qui est très, très déterminante. Est-ce que vous voyez, juste pour finir sur ce sujet précis, est-ce que vous voyez une différence en termes de classe sociale ou d'études ou de choses comme ça dans ce rapport au travail, Daniel? Alors, je dirais que les classes favorisées, les catégories favorisées, c'est-à-dire les jeunes qui ont des diplômes de niveau élevé, sont plus critiques ouvertement. D'ailleurs, on leur donne plus la parole. Mais bon, on a bien vu ce que certains appellent la révolte des élites, c'est-à-dire des jeunes au moment de recevoir leur diplôme de grandes écoles, dire 2 choses. 1, nous n'avons pas reçu le bon enseignement. Et 2, nous n'irons pas faire carrière. Donc, c'est remettre en cause les règles du jeu dans le monde du travail, ne pas faire carrière quand on peut le faire, et prétendre un enseignement qui prenne en considération les enjeux fondamentaux sociétaux. Donc, la capacité de critique, elle est importante dans les couches supérieures où les jeunes disent « nous, on veut travailler ». D'ailleurs, il y en a qui vont pas faire carrière, mais qui vont devenir pâtissiers, boulangers pour faire bio et local. Et donc, ils vont se lever à 5 heures du matin. C'est pas qu'ils sont paresseux ou ils vont aller dans les campagnes. Mais oui, mais on veut faire un autre travail, un travail qui ait du sens et qui ne soit pas prédateur ni pour les individus, ni pour la planète. Je crois que ce que demandent les gens fondamentalement, c'est d'être respectés dans leur professionnalité, ce qui veut dire
deuxièmement, d'avoir leur mot à dire sur la définition de leur mission et des conditions nécessaires pour la mener. Ça, c'est important aussi. Ok, effectivement. Et alors, on va parler maintenant de ceux qui sont fondamentaux dans cette évolution, et vous en parlez dans l'étude parce que bien sûr, il y a un des moteurs que vous citiez qui est le leadership, vous parlez, alors ça fait vraiment écho à tout le travail que je fais, mais vous parlez de faire passer de manager au rôle à la posture de leader. Donc moi, c'est une conviction profonde, c'est quelque chose que j'observe sur le terrain de manière très concrète, parce que comme je vous le disais, il y a aussi il y a ce besoin par rapport à leurs équipes, mais il y a aussi cette envie pour reprendre goût au management, parce que voilà, les managers ont quand même dans toute cette évolution un rôle un peu charnière, et donc de reprendre goût et vous parlez Daniel, d'avoir les moyens de me respecter en tant que professionnel. Et il y a aussi de dire je ne vais pas répondre qu'à des étiquettes qu'on me met, mais je vais essayer d'être qui je suis, le professionnel que je veux être en fait. Moi, je parle beaucoup d'être le leader qu'on veut être, d'avoir l'impact qu'on veut avoir. Je crois que ça c'est important pour bien sûr, en tant que professionnel, on est toujours dans ce cadre-là, mais je crois qu'il y a aussi cette volonté chez les managers aussi de reprendre un peu la main, de reprendre de dire donnez-moi les outils, mais donnez-moi aussi la possibilité d'exprimer mon professionnalisme dans ce domaine-là, quelque part. Et donc, vous parlez donc de ce facteur. Donc c'est le deuxième moteur, c'est le leadership. Qu'est-ce que vous constatez, Mathieu? Qu'est-ce que vous constatez, Daniel? Quelles sont vos convictions sur le sujet? Le leadership et le rôle des managers est un critère absolument critique dans cette étude et aujourd'hui dans la vie des entreprises. Les managers, alors je parle souvent de people leader, je préfère le terme de people leader, de meneurs d'hommes et de femmes dans une entreprise et d'accompagnateurs de réussite. Les people leaders ont peut-être été ceux qui ont été le plus marqués dans leur rôle et dans leur mission de leader par la crise du Covid. Ils ont dû très rapidement s'adapter à un travail complet à distance, en remote, pardon pour l'anglicisme, à distance, sans y avoir été préparé. Et on sait tous, et on l'a tous vu, que mener une équipe complètement à distance, éclatée, et ne pas pouvoir se rassembler est une grande difficulté. Et évidemment, on n'avait pas anticipé tout ça, donc on n'avait pas à l'époque, en plus on n'avait pas forcément, toutes les entreprises n'avaient pas forcément les bons outils pour suivre ça. Ça a beaucoup évolué depuis. Ils ont dû faire face lorsque la reprise progressive du travail dans les locaux de travail s'est mise en place à des attentes nouvelles. On en a parlé longuement depuis le début de cet entretien, des demandes nouvelles des salariés, des plus jeunes ou des plus expérimentés. Et en réalité, les entreprises n'avaient pas anticipé et ne pouvaient pas anticiper toutes ces évolutions. Et donc, il faut aujourd'hui absolument accompagner les managers et leur donner ces leviers nouveaux. Aujourd'hui, on dit beaucoup, on attend d'un manager qui soit presque autant un coach qu'un décideur. Donc, il doit accompagner les salariés dans leur questionnement, dans leurs interrogations. Il doit les orienter et les aider dans leur parcours de carrière, dans leur choix d'activité. Il doit être celui qui décide parce que c'est celui aussi qui rend des comptes. Et puis on l'a entendu tout à l'heure sur toutes les attentes des salariés. On le voit dans l'index. Daniel parlait tout à l'heure de respecter la professionnalité, de la reconnaissance. Et la reconnaissance, on sait bien que c'est pas que la reconnaissance financière, c'est pas que le salaire dans une entreprise. Et donc, bien au contraire, le people leader doit être là en relais de l'entreprise pour témoigner de cette reconnaissance. Donc, il y a aujourd'hui un rôle fondamental et un enjeu fondamental du manager de proximité dans la courroie de distribution qu'il est avec la direction d'une entreprise, avec les salariés. Et je crois, Delphine, qu'on a un enjeu important parce que on a peut-être négligé à l'issue de la crise Covid l'investissement sur les people leaders et sur les managers qu'il faut impérativement reprendre et rapidement. Je me demande moi, si on n'a pas trop focalisé l'investissement sur l'outil, la technique, et pas assez sur leur rôle professionnel, pour revenir à ce que disait Daniel. Mais bon, Daniel, je vous laisse élaborer sur le sujet. Oui, je suis d'accord avec vous parce que les managers sont censés
contrôler, surveiller, outiller le travail de leurs subordonnés, alors que ce qui leur serait normalement demandé, me semble-t-il, de la part de professionnels désireux de s'engager, c'est d'être des personnes ressources, c'est-à-dire d'avoir de l'expertise, d'avoir de l'expérience, de pouvoir les aider, de solutionner des problèmes de travail, d'être la personne qui soit une solution plutôt que la source d'un problème plus grand. Et il y a un véritable enjeu parce que en écoutant Mathieu, je pensais aux entreprises qu'on appelle libérées. Vous savez, ce mouvement qui existe et qui a concerné des entreprises importantes comme Biathlon, Airbus, Michelin, la Maïf, etc. et dont leur caractéristique est de partir dit-il de la confiance à l'égard de leurs salariés et donc de leur faire assumer une partie des tâches du management intermédiaire et de proximité comme des tâches des directions opérationnelles. Et du coup, ces entreprises libérées, enfin dites libérées, ont procédé à la suppression d'une grande partie de l'encadrement. Donc, on voit que là, il y a un véritable enjeu. À quoi devrait servir véritablement le management? Ça n'est pas à exercer du contrôle et de la contrainte et de façon bureaucratique, comme le disent les tenants de l'entreprise libérée, mais je crois que pour leur donner véritablement un rôle intéressant et important, il s'agirait de les instituer en de vrais professionnels de soutien, de leur permettre de résoudre des problèmes et surtout, je dirais, alors ça c'est un aspect dont on n'a pas parlé mais qui me semble fondamental, de recréer du collectif. Oui, vous avez raison. Dans l'entreprise, parce que malheureusement la modernisation managériale s'est appuyée sur un processus d'individualisation et de personnalisation et comme vous l'aviez évoqué, de psychologisation systématique de la relation de chacun à son travail, qui a contribué à mettre en concurrence les salariés les uns avec les autres puisque les primes sont personnalisées, les objectifs sont personnalisés et du coup ça a déstabilisé nombre de collectifs de travail. Or ces collectifs sont extrêmement utiles pour la transmission interne de savoir, de compétences, d'expérience, de soutien, de réconfort professionnel, de la même manière que un vrai manager devrait être là pour pouvoir aider, soutenir, conforter et transformer aussi les situations de travail en tenant compte des propositions des uns et des autres. Complètement. Et puis le collectif, c'est aussi une source forte de motivation. Hein. C'est ce qui nous fait venir. Et point important, Daniel, parce que j'ai interviewé sur ce podcast Pierre-Yves Antras, qui a libéré son entreprise il y a maintenant très longtemps. Oui. Il a des managers. Parce que c'est fondamental pour lui. Ah oui. Alors, en fait, il a jamais arrêté d'en avoir. Pour lui, ça a toujours été clé. Simplement, il a demandé à leur manager de prendre une posture où ils allaient beaucoup plus éclairer leurs décisions, où ils allaient se positionner différemment, mais pour lui, c'est fondamental. Donc, je pense aussi qu'on a parfois ce retour parce qu'en fait, on avait trop cette vision du manager opérationnel, en fait, qui est un gestionnaire opérationnel, qui pourrait d'ailleurs ne pas être le manager de l'équipe, hein, parce que finalement, ça serait mieux de le déléguer à quelqu'un d'autre. Et on a oublié de se focaliser sur le vrai rôle du manager, qui est quelqu'un qui va effectivement donner l'élan au collectif, qui va être. Moi, j'aime bien une personne disait au micro du podcast, c'est le catalyseur de l'élan collectif, c'est vraiment ça, et c'est ça qui est important en fait. Et de me faire grandir dans mon professionnalisme, parce que je suis là aussi pour apprendre, pour grandir. Mon manager a aussi un rôle par rapport à mon employabilité. Bien sûr, mais c'est ce que demandent les jeunes. Moi, les jeunes que j'ai interviewés, je leur disais, est-ce que le fait d'avoir un supérieur hiérarchique, d'être subordonné, etc., vous pose des problèmes? Et ce qu'ils me disaient tous, c'est non, s'il m'aide. S'il est là pour m'aider à m'insérer, à me socialiser, à comprendre comment fonctionne l'entreprise, etc. Mais effectivement, s'il est là que pour me peser des impératifs et me changer, effectivement, comme ça arrive souvent, de poste comme ça de façon arbitraire, non. C'est-à-dire que effectivement, il y a une demande de hiérarchie compétente, experte, de soutien, qui a de l'expérience, qui peut résoudre des problèmes et qui peut
aider à la transformation plus opérationnelle et plus respectueuse de la professionnalité des situations de travail. Ouais, tout à fait. Et alors, avant, je voudrais pas qu'on termine l'épisode sans parler du moteur numéro 4, qui sont les compétences. Mathieu, parce que ça me paraît fondamental aussi, parce que je voulais qu'on voit comment on a parlé de différents effets sur la relation au travail, mais il y a aussi la montée en puissance de l'intelligence artificielle générative, avec l'impact qu'elle a sur les compétences, et puis aussi comment on peut l'utiliser pour le développement de ces compétences. Donc là, Mathieu, je pense que vous êtes au cœur de la problématique. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot. Ouais, absolument, Delphine. Bon, évidemment, c'est fondamental, c'est absolument critique. Je considère, alors juste sur l'intelligence artificielle, je crois qu'on mesure pas encore l'impact de l'IA. Pour moi, on est à un tournant, comme on l'a connu il y a quelques années, et peut-être c'est un peu fort, mais au démarrage d'Internet. Oui. On est dans ce domaine-là, dans cette rupture technologique-là. Quand on sait que la valeur du marché de l'IA est estimée, je veux dire, le poids économique du marché de l'IA, c'est 100 milliards de dollars dans un horizon assez court, multiplié par 20 d'ici 2030. Il y a évidemment un enjeu, il y a une rupture technologique qui a nécessairement un impact sur les compétences. Moi, évidemment, on est souvent interrogé sur cette question-là de l'obsolescence des compétences induite par l'IA. J'aime bien rappeler ce que disait l'OCDE récemment. La durée de vie moyenne d'une compétence actuellement, c'est 2 ans. En 1987, c'était 30 ans. Je crois que quand on a dit ça, oui. On comprend. Alors évidemment, entre 87 et aujourd'hui, il y a eu des avancées technologiques, il y a eu de la digitalisation. Demain, tout va aller encore plus vite. Ça doit s'anticiper, ça doit être compris, ça doit être mesuré. Ce qui est difficile aujourd'hui, Delphine. Faut dire des choses. Celui ou celle qui savent prédire exactement quelles compétences seront nécessaires, plus nécessaires. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. Donc il y aura un impact, c'est incontestable. Ça doit se préparer, mais je suis assez convaincu qu'il peut exister des moyens d'accompagner cette rupture technologique, ce développement. Je parlais d'anticipation, mais il y a des exemples très concrets, évidemment, dans la sphère RH. Prenons l'exemple, et on le voit aujourd'hui chez HP, prenons l'exemple d'une intelligence artificielle qui va désormais être chargée de sélectionner les CV en interne sur la base de mots-clés qui sont issus d'une description d'emploi et qui permettent de favoriser la mobilité en interne. Ça c'est quelque chose qu'on est en train de lancer. Alors on peut me dire, ok, mais est-ce qu'il faudra complètement se passer des hommes et des femmes qui vont, bien sûr que non, bien au contraire, mais on va peut-être repositionner sur certains métiers, faire monter en compétence des personnes qui étaient chargées de la sélection de ces CV vers de la réalisation d'entretiens, par exemple. C'est une illustration. Donc cette montée en compétence, elle peut être faite avec la montée en charge de l'IA aussi. Donc tout ça se prépare, tout ça s'anticipe. Là, je donne évidemment un exemple avec la sphère RH, mais parce que c'est celle qui est la plus proche de la mienne. Mais c'est vrai pour n'importe quel métier, et c'est vrai pour n'importe quelle compétence. Et il faut rentrer dans ce sujet maintenant, vraiment maintenant. Oui, c'est critique. Maintenant. Mais par rapport à ce que vous dites, qui me paraît important, enfin, il faut qu'on fasse attention parce que dans la sélection de CV, attention à la diversité, parce qu'en fait, quand on rend des critères très définis, on ne s'ouvre pas au profil un petit peu, on va dire, atypique, qui pourtant, je pense, à l'ère de l'intelligence artificielle, sont importants parce qu'ils ont sans doute une sensibilité différente. Quel est votre regard par rapport justement à la valorisation du rôle professionnel, et le fait que clairement, dans l'étude, comme vous disiez Mathieu, les compétences sont un des moteurs clés dans la relation au travail. Donc, quel est votre regard là-dessus, Daniel ? Mais moi, je suis un peu inquiète de l'intelligence artificielle et de la place qu'on lui laisse, sans penser à l'encadrer, la canaliser, la réguler, l'instrumentaliser dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que
l'intelligence artificielle, ça peut éviter des tâches répétitives, effectivement, mais ça ne pourra jamais se substituer à la créativité, à l'inventivité, parce que, comme vous le savez, l'invention, c'est de la transgression aussi. Et jusqu'à quel point l'intelligence artificielle pourra entrer dans ce processus de transgression sans être trop inquiétant non plus. Donc, je crois que l'intelligence artificielle, il faut absolument la canaliser. On l'a pas assez fait pour le nucléaire, par exemple. Je crois que on en est dépendant maintenant pour des générations et des générations. Mais l'intelligence artificielle aussi, il faut la laisser à sa place, il faut la mettre à sa place. C'est un instrument. Et je pense qu'il faut réfléchir à la place qu'elle pourra avoir en fonction de dimensions morales, éthiques, respectueuses de ce qui caractérise les humains. Je crois que c'est fondamental. Et aussi par rapport justement à l'inventivité, l'innovation, la créativité. On est très bon en France de ce point de vue-là. Hein. On disait à une époque on n'a pas d'énergie, mais on a des idées. Et c'est vrai. Parce qu'il y a ce côté un peu transgressif qui est très français, un peu de ruse, voilà. Et ça, l'intelligence artificielle ne l'aura jamais. Ouais, c'est clair. Alors pour finir, parce que je vous remercie de votre temps, mais je crois qu'on a déjà dépassé le temps que vous aviez. Si vous avez à l'issue de l'étude, parce qu'elle est très riche en fait, et d'ailleurs je mettrai les liens vers l'étude, Mathieu, dans les notes de l'épisode. Si vous aviez un conseil pour les personnes qui nous écoutent, qui soient RH, qui soient managers, qui soient collaborateurs, pour vous, quel est le point clé à retenir pour recréer, redynamiser quelque part cette relation et y retrouver du plaisir aussi et du confort et du développement professionnel? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'aller lire l'étude parce qu'effectivement, elle est éclairante et je vous remercie par avance, Delphine, des liens que vous voudrez bien mettre à disposition. Elle est éclairante et elle donne des indications, des pistes, des réflexions. On a quand même balayé un spectre très large de ce qu'on pourrait mettre en place pour redonner un peu plus de sens à cette relation entre les entreprises et les employés. Je crois que à nouveau, témoigner de la confiance, témoigner d'un management empathique, d'un accompagnement des équipes facilitera grandement les choses. Ne sera pas l'alpha et l'oméga de la relation de travail, mais je crois qu'il y a ce besoin, il y a cette attente aujourd'hui. On parlait aussi de respect et c'est vraiment la culture. Le poids de la culture d'entreprise est extrêmement important. On n'a pas trop évoqué parce qu'on n'a pas eu le temps de parler du poids, mais le poids de la culture d'entreprise, c'est un pilier fondamental. Et moi, j'invite tous mes collègues RH et dirigeants d'entreprise à peut-être se reposer cette question finalement. Quels sont les piliers de ma culture d'entreprise? On a la chance chez HP d'avoir une culture la même qui n'a pas varié depuis près de 85 ans. Le fameux HP Way, où on donne la priorité au respect mutuel, au dialogue ouvert, à la responsabilisation. Est-ce que ça nous exonère de tout ce qu'on vient de discuter et d'être attentif? Bien sûr que non, mais on a un terreau qui est extrêmement solide et sain, qui permet, je dirais, de concourir à l'épanouissement des salariés et in fine un engagement plus large des collaboratrices et des collaborateurs d'HP. Donc je pense qu'il faut vraiment se reposer cette question et si besoin, faire évoluer sa culture d'entreprise au regard des attentes d'aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu. Daniel, le mot de la fin. Alors, je dois dire que cette enquête, je la trouve vraiment très intéressante parce que elle soulève de vraies questions. Elle a cette honnêteté de mettre en évidence tous les dysfonctionnements qui sont à l'œuvre, on pourrait dire, dans une grande partie des entreprises. Et ça, c'est quelque chose de très très rare. Et donc vraiment, faut le saluer. Et je dirais. Oui, franchement, moi j'ai vu des enquêtes générées par la DARES au ministère du Travail ou des institutions, etc. Mais quelque chose d'aussi objectif et d'aussi
peu indulgent à l'égard des entreprises, des directions elles-mêmes, c'est rare. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant qu'il faut vraiment encourager. Et par ailleurs, il y a une deuxième dimension qui est qu'est-ce qu'on fait? Et ça, voilà. Et ça, je pense que ça ne peut pas relever justement des seules directions d'entreprise. Il faut que ça fasse l'objet de débats, de délibérations, qui soient politiques au sens noble du terme, de la cité, et qui soient réalisés en regard de ces enjeux du bien-être des salariés, du bien-être mental et physique des salariés, de la préservation des ressources de la planète. Donc ça, c'est des débats qui doivent être livrés à l'intelligence collective et qui ne doivent pas être, de mon point de vue, du seul ressort des directions. Il faut véritablement que ce soit quelque chose de citoyen, du monde du travail, et qu'on se pose véritablement les questions, on se pose cet impératif de trouver les solutions par rapport à ces questions fondamentales qui ont été soulevées grâce notamment à cette enquête de HP. Et en l'occurrence, je trouve qu'elle a ce mérite de positionner un débat de grande nécessité, de grande urgence, de manière aussi claire. Oui, donc en fait, d'utiliser l'enquête comme matière à débat, voilà, en faisant appel au professionnalisme des collaborateurs présents, voilà, pour pouvoir construire en fait le futur ensemble. Et des citoyens consommateurs aussi, aussi. Complètement. Mais écoutez, merci infiniment, Mathieu, merci Daniel. Merci à vous. Pour ce temps d'échange qui est très riche. C'est vrai que l'enquête est tellement riche qu'on aurait pu y passer encore le même temps. Mais voilà, je vous remercie déjà de nous avoir accordé ce temps et je conseille à tout le monde d'aller la lire suite à notre échange. Merci infiniment et puis j'espère à bientôt. Merci Daniel, merci Delphine pour votre invitation. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.